Amis de Beffrovision, bonjour. Au menu de cette semaine, les élèves du lycée suivent l'actualité et le passé, avec la Journée internationale des droits de la femme et le suivi d'une intervention sur la guerre d'Algérie. Après le lycée, direction le musée Matisse avec un atelier sur le langage des signes. Puis nous passerons au festif avec le repas du tennis club cartésien. Et là, n'y voyez aucune allusion au vampire, nous assisterons à l'Assemblée générale des donneurs de sang. Enfin, les brèves locales et un retour en arrière avec les archives de Beffrovision en classe de neige. Les élèves du lycée ont organisé et développé un salon sur la Journée internationale des droits de la femme. Visitons ce salon et admirons le travail des élèves. Donc on a décidé avec mes collègues et tous nos élèves de terminale professionnelle d'organiser un salon qui met en place en fait différents ateliers sur les clichés hommes-femmes. Donc on a organisé ça sous forme d'atelier. Donc il y a un premier atelier dans lequel on a différentes vidéos qui ont été tournées par nos élèves. Donc il s'agit de vidéos publicitaires, il s'agit de vidéos mettant en scène des clichés hommes-femmes ou des petites interviews. Donc nos élèves sont allés interviewer différents élèves et différents enseignants et leur poser des questions en rapport avec notre salon. Ensuite, vous pouvez voir l'atelier photo juste ici. Donc, ce sont nos élèves de terminale professionnelle qui ont posé pour ces photos, ainsi que les professeurs participant au projet. Donc, Madame Deloffre, qui se trouve là-bas, qui a géré plutôt la partie commerce. Madame Tudo et moi-même qui avons géré la partie débat par rapport aux clichés hommes-femmes. Et puis ensuite, Monsieur Leguet qui s'est joint à nous par la suite par rapport à ce débat et ces clichés hommes-femmes. Ensuite, vous avez un atelier avec des affiches qui ont été également créées par nos élèves, qui mettent également en scène les clichés hommes-femmes. Et puis, on a travaillé sur tout ce qui est femmes fortes, donc Rosa Parks, Simone Veil, des femmes inspirantes pour les nouvelles générations. Enfin, vous avez un atelier vente qui est organisé donc par Madame Deloffre et les deux MRC2. Donc, il y a une vente de livres uniquement d'auteurs féminines, et puis une vente de pochettes personnalisées avec des phrases qui peuvent être humoristiques, des phrases en rapport avec la féminité et quelques phrases en rapport avec la masculinité. Tout d'abord, on a travaillé vraiment sur les clichés qu'eux avaient en tête, à quoi ils pensaient. Si on leur dit cliché homme-femme, à quoi ils pensaient. Et on a fait une liste en fait de tout ça. Ça a été vraiment notre base de travail. Donc, beaucoup étaient très contents de travailler sur ce thème, y compris les garçons. Et voilà, ils nous ont listé toutes les idées qui leur venaient. Donc ça pouvait être, on dit qu'une femme ne sait pas conduire, on dit qu'un homme n'est pas romantique, on dit qu'il y a des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes, ou que le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Et c'est à partir de ça qu'on a fait nos photos, puisqu'on a pris le contre-pied en fait de ces clichés. Alors pourquoi un tel sujet ? Eh bien déjà parce que c'est un sujet qui est universel, qui pouvait toucher tous nos élèves, peu importe leur filière. Et puis parce que c'était un sujet qui nous touchait beaucoup nous-mêmes en tant qu'enseignantes. On est de jeunes enseignants, on a envie d'éduquer les générations futures et leur faire comprendre qu'une femme et un homme sont certes différents, mais ne sont pas pour autant inégaux. C'est maintenant qu'il faut commencer à les éduquer et pas une fois qu'ils sont déjà adultes. Donc on voulait travailler sur ça à cause de ça. Et puis parce qu'il y a Madame Tudo qui est enseignante de philo, qui nous a rejoint cette année dans l'équipe du lycée professionnel. Et on avait à cœur de mettre en lien le lycée professionnel et une matière de lycée général. Et ça nous paraissait cohérent de lier l'accompagnement en français que je donnais à mes élèves avec son atelier de philosophie. Donc nous on a participé au projet des photos et à côté on a créé un autre projet, donc on allait interviewer des élèves et des professeurs en leur posant des questions sur les stéréotypes, sur le sexisme, tout ça. Alors un exemple de question ? Ce qu'ils pensaient eux du sexisme, s'ils trouvaient que la société elle était sexiste, ce qu'ils pensaient de la journée de la femme par exemple. Enfin, plein de questions comme ça. Si la femme, elle pouvait s'habiller comme elle le souhaitait ou pas. Alors, de tout le travail que vous avez effectué, qu'est-ce que vous allez en garder ?
Qu'il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes et que après nous on essaye de changer ça, peut-être, je sais pas trop quoi. Je suis d'accord avec Alison, mais ce serait bien que la société elle change et que je sais pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Je pense qu'on se mobilise tous. Oui, qu'on se mobilise, que les gens, qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes, que c'est pas parce que la femme, qu'on n'entend plus les choses comme la femme c'est la cuisine ou toutes les choses comme ça. Après, je sais pas. Puis je pense que c'est à nous aussi de faire bouger les choses parce qu'on est la génération de demain en fin de compte. Là, oui. Et donc, je pense que c'est à nous de montrer que ça peut changer. Si certaines femmes avant ont pu le faire, pourquoi nous on peut pas le faire maintenant et continuer dans cette, je sais pas comment dire, mais continuer à évoluer dans l'équité homme-femme quoi. Alors nous, on a décidé pour la journée des droits de la journée des droits de la femme de faire en fait une affiche où seront exposés des post-it avec des phrases que les élèves ont écrites, qui sont pour l'instant déposées dans une urne. Et donc par la suite, on va créer une grande affiche qui sera exposée dans le foyer, visible pour tous les élèves. Et chaque jour sur notre compte Instagram, on va mettre des petites citations et des petits mots marquants, des moments marquants sur les droits de la femme pour informer les élèves dans l'établissement. Bonjour, je m'appelle Florine Glacé-Claes et en terminale accueil. Et j'ai ma camarade à côté de moi qui va se présenter elle aussi. Bonjour, je m'appelle Surlinda, aussi en terminale accueil. Et nous avons pour projet les clichés sur les hommes et les femmes. Alors moi, j'ai pu réaliser une affiche qui représente un homme qui aime bien s'apprêter, se maquiller, se vernir les ongles. Et une femme assez masculine qui aime bien le foot et assez bricoleuse. En fait, j'ai réalisé cette affiche parce que j'aime bien démontrer que souvent les centres d'intérêt pour les hommes et les femmes peuvent aussi attirer le sexe opposé. Moi, ce que j'avais à faire, c'était aussi de parler un peu plus des clichés, mais sous forme de dessin. Malheureusement, je n'ai pas pu le terminer pour cette séance-ci. Mais je compte bien les terminer pour les prochaines séances et puis pouvoir les afficher avec toutes les autres pour pouvoir dire qu'il n'y a pas que ce genre de clichés-là, comme les hommes qui sont apprêtés et les femmes un peu plus masculines, et que justement on a d'autres clichés comme une femme qui parlerait trop, alors que certaines femmes sont bien plus calmes que d'autres, ou voir des hommes qui sont très idiots, alors que d'autres sont bien plus sérieux, agréables, et voilà, un peu plus de ce genre de choses. Mais on peut aussi remarquer que certains hommes ont plus quelques caractères de femmes. Par exemple, quelqu'un, comme avait dit Linda, des hommes qui seraient plus attirés par le maquillage, comme pour les filles. Et des femmes qui sont plus attirées par des métiers d'hommes. Eh bien, moi, je souhaiterais aller dans le tourisme, particulièrement dans un musée. Pourquoi j'ai toujours été plus intéressée par les histoires de ce que les peintres, les sculpteurs ont fait. Je m'y intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'univers dans les arts en fait, regroupe beaucoup de choses, comme des émotions, des caractères ou des messages qu'ils veulent nous faire passer. Et je pense que ce genre de métier, à la base, plus c'était peut-être les hommes par rapport aux vigiles de ce qu'on pense, mais aux hôtesses d'accueil, donc plus les femmes. Ce serait un peu plus des deux. Mais je compte faire dans l'hôtesse d'accueil, donc pouvoir accueillir le public. Donc je pense plus pour un accueil qui est plus féminin. Pour les métiers de routier, j'ai plus souvent entendu parler des hommes. Mais actuellement, il y a peut-être une camarade qui aimerait justement en faire partie des routiers.
Et donc je pense que pour tous les sexes, les métiers sont bien égaux. Pour être coiffeur, on peut être femme ou homme. Pour être chanteur, femme ou homme. Danseur, danseuse. Garagiste aussi, c'est un bon exemple. Ou voir dans la mécanique. Tatoueur aussi. Bah alors quand moi j'étais plus jeune, le métier qui m'intéressait beaucoup, c'était le métier de mon papa. Donc il est draineur. Et c'est vrai que c'est un domaine très masculin parce que c'est un métier qui est essentiellement dans les champs. Donc c'est vrai que j'ai déjà fait des stages là-bas et il n'y a que des hommes là-bas. La seule femme qu'il y a là-bas, c'est la secrétaire. C'est un métier qui m'attirait beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, j'aimerais bien être tatoueuse. Et dans ce domaine-là aussi, il y a souvent des hommes. Donc au moins, ça changerait un petit peu d'avoir une femme qui tatoue. Alors bonjour à tous, je m'appelle Coleman Sullivan, je suis en seconde MRC 2, métier de la relation client. Et nous avons pour but de présenter le travail de la terminale MCVA. Et nous sommes en vente comme mes camarades. Bonjour, moi c'est Eden Davin, je suis en seconde métier relations clientes au lycée Camille Desmoulins. Et on va vous présenter le projet des terminales MCVA. Bonjour, moi c'est Mélissa Moreau, je suis en seconde MRC comme mes camarades. Et aujourd'hui on va vous présenter le projet des terminales MCVA. Alors, c'est quoi le projet? Alors nous on va vendre des pochettes personnalisables. Voilà, donc elles sont juste derrière nous. Donc on a différents modèles et vous choisissez le modèle que vous voulez, vous pouvez personnaliser et les offrir à votre entourage ou pour vous. Alors qui fabrique toutes ces pochettes? Alors c'est nous, en fait, on les fabrique à l'aide de machines et ça nous donne le résultat là. Voilà. Alors du coup on va commencer à vous présenter le bulletin avec les modèles et la fiche de commande qui permettra aux clients de commander leur modèle choisi des pochettes personnalisables et de regarder un petit peu les exemples de modèles qu'ils voudraient avoir sur leur pochette. Pour une pochette personnalisable, c'est donc 3 € la pochette. Pour nous, ça nous apporte le pouvoir de vendre, pouvoir passer notre diplôme Bac Pro et nous habituer à être des bons vendeurs. On met en avant la femme parce que on n'entend pas vraiment parler de la femme, on entend plus parler de l'homme. Et du coup, voilà, on fait une journée pour la femme. Donc ça sera tout pour nous. On vous souhaite une bonne journée et au revoir à tous. Toujours les élèves du lycée qui, après leur exposition à la médiathèque sur la guerre d'Algérie, ont assisté et participé cette fois au lycée à une intervention sur le même thème, animée durant 1h30 par 3 conférenciers et agrémentée de nombreuses photos d'époque. Voyons un aperçu de cette conférence. Nous sommes ici donc dans la salle polyvalente du lycée Camille Desmoulins, où entre 10h et midi s'est déroulée une conférence sur le thème de la guerre d'Algérie, où 3 intervenants, M. Campin, M. Desmarais et M. Manel, sont intervenus pour présenter donc d'une part la conquête de l'Algérie, également le vécu des combattants et enfin le rôle que les parachutistes ont pu tenir. Donc les classes qui ont assisté à cette conférence sont les premières qui ont contribué d'ailleurs à l'exposition qui s'est tenue à la médiathèque au mois de janvier, mais également les terminales, car elles sont concernées par la question de la guerre d'Algérie dans leur programme d'histoire-géographie, et les premières de géopolitique, puisque c'est leur spécialité. Bien écoutez, bon, je vais commencer, si vous permettez, messieurs, puisque c'est moi qui ai commencé l'exposé. Monsieur Descamps, qui est le professeur d'histoire, là, nous avait demandé, il nous avait demandé de faire un exposé, de parler de la guerre d'Algérie aux jeunes. Parce que lui, le thème, les jeunes étudient ce thème-là, justement, cette année. Donc, on s'était dit à plusieurs, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait intervenir au lycée. Il était d'accord, donc on a chacun préparé une partie du sujet. Moi, je me suis occupé de la conquête militaire et de la colonisation. Et puis, mes 2 camarades, ils vous diront, ils ont pris le relais, quoi. Et donc, on avait 2 classes. C'était très intéressant. Les jeunes ont posé quelques questions. Bon, ils nous ont semblé intéressés, quoi. Mais nous n'avons pas tellement l'habitude, mais on avait préparé ça sérieusement.
Enfin, j'ai beaucoup travaillé, hein, mais c'était surtout la colonisation militaire, la conquête militaire, donc qui a été vraiment très rude. Hein, c'était vraiment très difficile. On a fait des exactions formidables, enfin formidables. On a fait des exactions, quoi. C'était vraiment dur comme conquête. Hein. Moi, j'ai parlé de ça. J'ai parlé aussi de la colonisation, les apports de la colonisation. Enfin, voilà, quoi. Ça a duré 3 quarts d'heure. Bien, moi, j'ai développé la guerre d'Algérie de son début jusqu'à la fin. Et également la guerre d'Algérie vue et ressentie par les hommes qui ont combattu, les appelés notamment, qui ont combattu. Et le point fort, ben, c'est quand même une généralité, c'est difficile de développer un point vraiment fort. Si, disons que j'ai appuyé quand même sur le fait que beaucoup de soldats n'ont pas compris pourquoi ils allaient se battre en Algérie. Voilà. L'anecdote du jeune qui avait mangé chez mes parents et qui est décédé une semaine après. Ça m'a marqué également. Et puis des faits qui m'ont été racontés par d'autres soldats qui ont fait la guerre d'Algérie, des choses très difficiles à raconter. Oui, parce qu'il y avait aussi des Cartésiens qui ont fait partie du conflit. Ah oui, il y a des Cartésiens, notamment un qui a été élève, deux même, qui ont été élèves ici au collège du Cateau, enfin au lycée maintenant. Moi, mon exposé, donc, c'était sur les missions des parachutistes pendant la guerre d'Algérie. Donc, toutes les missions de combat, de maintien de l'ordre et toutes les situations où on a dû faire appel aux parachutistes pour mener à bien cette guerre. Je ne suis pas venu seul puisque j'ai pris avec moi un militaire parachutiste avec sa tenue d'apparat pendant la guerre d'Algérie, avec son béret rouge, ses médailles, son brevet parachutiste. Donc voilà comment étaient habillés nos parachutistes pendant les apparats. Et je crois que vous aussi, vous avez raconté une anecdote touchante aux élèves. Oui, effectivement, dans mon association d'anciens parachutistes, j'ai mon vice-président qui a vécu une scène, malheureusement, qui l'a marqué à vie, puisque dans une opération de repérage, il y avait un gros rocher devant eux, et il était avec son binôme, et il est parti à gauche du rocher, son binôme est parti à droite. Arrivé au rocher, il a entendu un coup de feu. Son ami était mort par un tir d'ennemi. Et donc, pourquoi avait-il pris à gauche, pas à droite? Dans la vie, je pense qu'on se pose quelques questions et qui marquent à vie. Les parachutistes qui, pour la plupart, étaient des appelés du contingent, il faut le rappeler. Parce que la plupart des militaires en guerre d'Algérie étaient des appelés. Voilà. Par exemple, pour les unités parachutistes, 80% des parachutistes qui ont servi en Algérie étaient des appelés. Donc, c'était pas, et ils ne défendaient pas la France en France. C'était très compliqué pour eux. Le musée Matisse organise des ateliers de langue des signes française. Une initiation ludique pour favoriser, entre autres, l'inclusion de personnes sourdes. Ces ateliers auront lieu les premiers samedis du mois, à savoir le 1er avril et le 6 mai, de 10h30 à 12h, à partir de 6 ans. Gratuit pour les moins de 26 ans et les habitants du Cateau. Participation limitée à une séance par personne. Réservation obligatoire. Renseignements au 03 59 73 38 06. Les épaules vers l'avant, regardez la personne. Ça, c'est la question. Si c'est ça comme ça c'est une réponse en réponse. Voilà, là, c'est la question. Réponse. Oui, non. Alors, oui. Oui. Donc, O, U, I. Oui. Et avec le signe
Voilà. Alors donc je m'appelle Stéphane Delame et je suis intervenu pour la première fois aujourd'hui au musée départemental Matisse dans le cadre d'ateliers de sensibilisation, initiation à la langue des signes. Alors pourquoi au musée d'abord? Parce que le musée, j'interviens déjà depuis 2013. J'ai travaillé en partenariat avec eux pour le label Tourisme Handicap, pour rendre le musée accessible pour les personnes sourdes. Et la finalité, ça a été la proposition de vidéo-guides sur des tablettes et aussi de visites entièrement faites en langue des signes régulièrement au niveau des collections des expositions qui sont proposées ici au musée. Alors qu'avez-vous proposé aujourd'hui comme exercice? C'était un petit peu de la découverte de la langue des signes et on a travaillé en lien avec les collections d'Auguste Hermin. Auguste Hermin avait travaillé sur l'alphabet plastique. On a fait un atelier autour de la dactylologie qui est l'alphabet langue des signes, même si on ne parle pas d'alphabet, on parle plus de dactylologie. Et donc on a fait des petits exercices pour faire découvrir cette dactylologie. Et les visiteurs ont à la fin ont pris plaisir à épeler leur prénom. Voilà. Donc il y avait donc aussi des exercices où tout le monde se mettait la queue de l'œuf et là il y avait des surprises. Hein. Oui, après il y a aussi, pour attirer leur attention sur la maladresse qu'on peut faire en apprenant seul les signes, on les déforme facilement. On a fait un petit jeu qui était la transmission d'un signe entre plusieurs personnes, et entre le début et la fin, on se rendait compte que parfois le signe était complètement déformé et avait une signification qui était complètement différente. Voilà. Alors, c'est ici que la configuration, juste là, ça allait. Il y a eu une maladresse qui a été corrigée inconsciemment, et là, l'origine c'était ça, et c'est devenu comme ça. Ah ouais. J'ai vu le petit doigt, vous savez que le petit doigt. Donc comme ça, il n'y a pas de signification. Par exemple, ça, l'histoire avec cette configuration, ça veut dire le pronom interrogation. C'est qui? Ça, donc c'est juste l'orientation qui change. Ça veut dire c'est pas la peine. Ça veut dire c'est pas la peine. Après, donc, là c'est vache, là c'est chaise. Voilà. Donc en fonction avec la même configuration, si les emplacements le mouvement changent, le sens change. Oui, parce qu'on est parti sur un mot tout à l'heure qui commençait, je ne sais plus, et qui finissait par la mort là. Oui, il y avait le nom, le signe pour le nom, il a passé par plusieurs, je me souviens plus trop mais il y avait plusieurs évolutions, il y avait plusieurs significations complètes. Donc quand le signe est déformé, que ça donne rien, c'est pas trop grave, mais si le signe est déformé, que ça donne un sens complètement différent, là ça peut donner des malentendus justement. Voilà, parce que si ça finit par exemple par une insulte et on s'en rend pas compte. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc tout à l'heure vous avez parlé du rapport de sourds et muets là tout à l'heure.
Oui, ça c'est un truc qui est un terme qu'on... C'est comme sourd et muet, c'est vrai qu'on disait ça avant, mais les sourds ne sont pas muets. Il y en a très peu qui ne peuvent pas parler. S'ils ne parlent pas, c'est simplement parce que ils ne veulent pas, puis ça ne fait pas partie de leur identité de sourd à part entière. Donc c'est pour ça que il faut bannir ce terme-là. C'est comme aussi le terme langage des signes. Ça, on le voit encore énormément. Et la langue des signes, c'est une langue. Il y a une grammaire, il y a une syntaxe. Il y a tout un contexte derrière qui fait que... Et ça a été reconnu en tant que langue à part entière, comme l'anglais, comme d'autres langues depuis 2005. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de casser un petit peu ces préjugés et ces maladresses qui sont encore faits actuellement en 2023, quoi. Et donc on dit signer, c'est ça, hein? Oui, on parlait la langue des signes, on ne parle pas la langue des signes. On produit des signes, donc le terme c'est signer. Alors je vois derrière vous, il y a des Herbin et son alphabet. Alors est-ce qu'il y a un rapport justement avec le langage signé? C'est ce que j'ai dit un petit peu au début, c'est que Herbin voulait un art universel qui puisse être compris de tous. Mais j'ai dit justement la langue des signes, c'est pas une langue qui est universelle parce que les gens pensent que ma langue des signes elle doit être pareille dans tous les pays. Ben non, pourquoi on ne parle pas la même langue dans tous les pays? Il y a quelque chose qui est différent, donc c'est pour ça que non, chaque pays a sa propre langue des signes parce que il y a la culture qui aussi rentre en jeu, et voilà. Alors nous nous sommes inscrites parce que nous participons au Salon du Livre Délire de Cambrai cette année. Et dans la sélection de livres proposés aux élèves, on travaille avec une classe de 4e, un des romans parle justement de l'initiation d'un jeune lycéen à la langue des signes française. Voilà, c'est une option qu'il a pris pour le baccalauréat, il découvre cette langue. Donc on voulait nous aussi se familiariser davantage avec cette langue des signes. Alors cette langue qui est très imagée, voilà, donc ça fait beaucoup fonctionner aussi l'imagination puisqu'on représente les choses, moi c'est ce que je retiens. Mais en même temps, on a l'habitude de parler avec les mains. Enfin, moi, en tout cas, quand je m'adresse à mes élèves, j'associe souvent le geste à la parole. Donc, j'étais très, très intéressée par l'atelier, justement, pour voir comment comparer mes pratiques en classe, puisqu'on a aussi des élèves très hétéroclites. Donc, on fait de l'inclusion. Moi, dans ma classe de 4e, j'ai un élève autiste. Donc voilà, on peut aussi réussir à capter leur attention grâce à ce langage des signes. Voilà, une façon de communiquer différente. Alors parmi les exercices, lequel vous a marqué? Alors moi, j'ai eu beaucoup de difficultés pour épeler mon prénom. Je trouve ça, pour l'alphabet, c'est difficile à reproduire, c'est plus difficile. Oui, bon, je pense qu'il faut essayer d'apprendre avant les signes pour pouvoir bien reproduire ensuite, je pense. C'était vraiment une difficulté. Oui, c'est un apprentissage, oui. Côté festif, le tennis club Catésien a organisé son repas annuel. Notre ami André, qui est un fervent sportif, a interviewé le président du club, Christophe Ferraud. Écoutons-les. Bon, c'est quoi ce soir ici alors? Alors notre événement aujourd'hui, c'est notre repas annuel que nous avions abandonné depuis quelques années pour les raisons qu'on connaît, notamment le Covid. Et cette année, nous avons décidé de le remettre au goût du jour. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme invité? Vous avez un nombre précis? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près à 70 convives. Voilà. Grand nombre de nos joueurs ont répondu présent à cette soirée. Et puis voilà, bien sûr quelques extérieurs, des amis, de la famille, voilà, sont venus rejoindre aussi à cette famille. Alors nous nous sommes retranchés dans la salle des fêtes de Monté parce que celle du Cateau était tous occupés. Donc voilà, donc pour des raisons pratiques, on ne s'est pas trop éloigné non plus du Cateau, quoi. Et c'est quoi au menu? Alors au menu, c'est un couscous, voilà, que nous allons faire, qui a été concocté par les frères Boucher. Nouvellement, on entend beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux. Donc je me permets de leur faire un petit peu de pub, justement. Donc c'est les frères Boucher qui nous ont concocté ce couscous. Bon, c'est quoi
le prochain événement? Alors, prochain événement, eh ben, il est en train de se mettre en place. C'est notre tournoi interne, voilà, qui a démarré depuis environ 15 jours, 3 semaines. Donc, ce tournoi interne se déroule sur environ 4 mois maximum. On a 4 mois pour le terminer. Donc, il a mis en route, là, tout doucement. On est dans les premiers tours. Nous avons notamment un nouveau joueur adhérent depuis cette année, c'est Anthony Foss, qui est déjà à son 4e tour. Voilà, donc belle progression dans le tableau. J'espère qu'on aura encore de ces nouvelles très prochainement. Mais ça se passe quand, ce tournoi? Alors en fin de compte, ce sont les joueurs eux-mêmes qui décident de quand ils ont envie de jouer. Donc ça peut être, voilà, il n'y a pas de jour précis, il n'y a pas de, voilà. Ils se mettent, ils regardent les créneaux qui sont libres et en fonction des créneaux libres, ils réservent pour aller jouer, quoi. Alors puis après ils communiquent les résultats au juge arbitre. Et la finale, ça sera quand Alors la finale, elle n'est pas encore programmée, mais je pense qu'avant de démarrer notre tournoi annuel, hein, qui est ouvert à tout le monde, bien sûr, aux extérieurs, tout ça, ça sera avant cette date-là. Donc sachant que notre tournoi annuel doit démarrer aux alentours du 15 mai, je pense que fin avril ou tout début mai, la finale devrait avoir lieu. Hein, mais on ne manquera pas de vous en faire part pour couvrir cet événement. D'accord. Et sur le terrain, maintenant, qu'est-ce que ça donne aux championnats là, que vous avez? Les championnats en ce moment, c'est un petit peu compliqué, notamment pour les filles. Hein. L'année dernière, ils avaient un petit peu survolé leur poule, hein, dans lequel ils jouaient. Cette année, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus accroché. Les équipes sont un peu plus fortes, forcément. Quand on monte de division, les classements sont plus forts. Chez les hommes, c'est pareil, hein, c'est très dur, notamment que cette année, il y a quelques petits jeunes qui ont intégré l'équipe 1. Hein. Encore Michael Delatte, notre vétéran maintenant, qui joue encore un petit peu en équipe 1. Mais maintenant, c'est Léo Robage qui arrive, comment il s'appelle aussi, Hugo Monté, c'est les jeunes espoirs du Cateau. Donc c'est un petit peu dur, mais ça suit quand même. Ouais, ça, voilà. Si ça suit, qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter à l'avenir? Plein de bonnes choses, des perfs, hein, bien sûr, voilà. Et puis une bonne ambiance avant tout, hein, ça c'est aussi essentiel dans notre club, sachant qu'aujourd'hui on est environ 75, un petit 80 licenciés, je dirais, sachant qu'avant le Covid on était quand même 119 ou 124, je ne sais plus, 124 plutôt, oui. Donc il y a quand même une baisse effective sensiblement importante de nos licenciés, quoi. Pourquoi? C'est le Covid qui les a fait dégoûter du... Alors dégoûté, je ne dirais pas ça quand même, mais peut-être que les gens ont pris d'autres directions, sont partis vers d'autres sports, hein, pourquoi pas de la marque, ou peut-être d'autres envies en famille aussi, là, donc il y a des gens qui se sont un petit peu, mais ça revient hein, tranquillement, j'ai des appels, on m'a encore appelé tout à l'heure pour reprendre une licence, donc voilà, il ne faut pas désespérer, quoi, voilà, il faut rester positif. Non, on ne doit pas désespérer, parce qu'en fait, la vie reprend tout doucement. Exactement, hein, la preuve, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Voilà. Oui, parce que ça c'était interdit pendant le Covid. Exactement, c'était totalement interdit. Hein. C'est pour ça aussi que voilà, on a voulu renouer un petit peu avec ce traditionnel repas hein, qu'on faisait annuellement et puis ça devrait bien se passer. Qu'est-ce que vous prévoyez comme ambiance ce soir? Une ambiance, je vais pas dire pourquoi pas festif, hein, pourquoi pas, mais voilà, l'essentiel déjà c'est de se retrouver, de partager un moment ensemble, de manger, de boire raisonnablement, voilà, parce que c'est pareil, il faut faire attention hein, maintenant, on ne peut plus boire comme on pouvait le faire dans le passé, donc voilà, tranquillement. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, mais... beaucoup de modération aussi dans le... Exactement, hein, beaucoup de modération. Voilà. Bien dit André. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. L'Assemblée générale des donneurs de sang, animée par son président Olivier Lécault, qui a fait état d'une baisse de 10% de ses dons en 2022. Une nouvelle collecte aura lieu, salle Jean Havret, le mardi 4 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Venez nombreux, incitez vos proches à faire de même et n'oubliez pas, sans vous le souhaiter, qu'un jour vous aurez peut-être besoin du sang d'un donneur. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Olivier Lécault au 06 76 02 41 89. Alors bonjour à toutes et tous, donc aujourd'hui nous étions réunis pour notre assemblée générale des donneurs de sang, donc pour faire le bilan de l'année 2022 et parler également des projets 2023. Donc nous avons, en 2022, malheureusement, nous avons eu une forte baisse des dons. Nous avons perdu 10% de donneurs par rapport à l'année 2021. Donc.
Et donc nous espérons quand même remonter la pente, si on peut dire ainsi, quoi, parce que les dons du sang, le sang c'est important, que ça sauve des vies, quoi. Il faut savoir que une personne qui vient donner son sang peut sauver 3 vies. Donc c'est-à-dire avant on disait 5 dons pour une vie, donc je m'explique en disant un don sauve 3 vies, c'est-à-dire que maintenant le sang est partagé, donc on prend les globules rouges pour les poches de sang, le plasma pour faire les médicaments, pour également réinjecter pour telle et telle maladie. Et après, il y a une 3e phase, je sais, les plaquettes, je crois, je ne sais plus exactement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin, mais toujours utile que c'est... Pour une collecte, votre poche est divisée en 3 parties pour sauver, entre guillemets, vous sauvez 3 vies, quoi. Donc, c'est important de donner. Donc, déjà, la prochaine collecte, elle aura lieu le mardi 4 avril. Donc, c'est toujours à la salle Jean Auvray à Le Cateau. Donc, vous pouvez déjà prendre note et puis... vous pouvez venir soit sans rendez-vous, ou alors pour avoir moins d'attente, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'EFS, c'est monrendez-vous-du-sang.fr, et donc vous cliquez sur la collecte de Le Cateau, et donc sinon, en 2022, nous avions également organisé une sortie au Cerf-Volant à Berck, donc ça avait été une réussite, en plus on a eu du beau temps. On avait fait notre marche au mois de mai, donc c'est pareil, on avait eu du beau temps. Notre brocante, c'était un succès après 2 ans d'absence. Hein. On avait eu quand même une bonne 60aine d'exposants et on a eu du monde toute la journée. C'est pareil, on a eu chaud. De toute façon, je pense que tout le monde en 2022 a eu fort chaud dans leurs organisations. Et c'est, on va dire, tant mieux pour nous, peut-être dommage pour la planète, mais tant mieux pour les organisateurs, quoi. Et sinon, on a également participé grâce au concours de la commune. Nous avons eu l'accord pour nous installer lors de la patinoire. Donc nous vendions tout ce qui était vin chaud, chocolat chaud et crêpes. Et nous avons eu également, malgré tout, du succès, quoi. Ça a été. On va dire que toutes nos manifestations ont eu du succès. Malheureusement, c'est les collectes, encore une fois, que c'est assez compliqué. Et ensuite, nous avons parlé, bien sûr, de nos projets 2023. Donc là, ici, c'est un voyage proche. C'était pour le 4 mars, donc c'était le salon d'agriculture. Ensuite, le 30 avril, nous organisons cette année donc une matinée sportive. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu, vous pourrez marcher, courir et également faire du VTT. Donc, sur 3 parcours, c'est 3 parcours de 3, 6 ou 11 km. Donc, encore une fois, nous avons innové cette année. Au lieu de le proposer que pour les marcheurs, celui qui veut courir, qui veut faire du VTT, peut le faire comme il veut, il n'y a pas de souci. Et donc le 9 juillet, nous allons organiser une nouvelle fois notre brocante, toujours pareil au quartier Matisse. Et puis on verra dans l'avenir si on a d'autres projets, mais bon, pour l'instant c'est déjà pas mal, c'est nos projets principaux. Et donc encore une fois, je vous dis, on vous attend nombreux encore une fois en 2023 lors de toutes nos collectes. Et je rappelle une fois la date pour la prochaine collecte, le 4 avril, donc nous vous attendons nombreux. On remercie bien évidemment la municipalité, hein, que ce soit pour les prêts de salle, le personnel comme pour nous, je fais tout à l'heure la brocante, donc le personnel pour la mise en place des barrières et bien évidemment pour la subvention. Et encore une fois, je remercie Monsieur Modarelli, de nous avoir autorisé à faire notre vente de vin chaud pour le chalet à la patinoire. Et remerciements également à l'UD, donc c'est l'Union départementale, pour la subvention. Et je remercie également à tous mes bénévoles, bien évidemment, sans qui l'association ne pourrait pas tourner convenablement. C'est bien le 4 avril le prochain don, donc salle Jean Auvray, donc de 10h à 12h et de
de 10h à 12h30, pardon, et de 14h à 18h. Donc prenez rendez-vous, ou bien vous pouvez venir également sans rendez-vous. Vous serez toujours accueillis. Par contre, il faut savoir que les sans rendez-vous, bien sûr, vous passerez, entre guillemets, s'il y a du monde qui ont pris rendez-vous, ça sera d'abord les rendez-vous prioritaires, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup. Au maximum, vous aurez peut-être 5 minutes d'attente, quoi. Les archives de Beffroi Vision en rétroglissade, d'il y a 20 ans. La classe de neige de 5e du collège, en mars 2003. Souvenir, souvenir. Les élèves de 5e à la montagne. Nous sommes 96 élèves du collège Jean Rostand à être partis en classe de neige. Nous sommes partis le vendredi à 19h. Le village où nous sommes allés s'appelle la Toussuire, en Savoie. Notre chalet se nommait l'Edelweiss. Son nom, c'est le nom d'une fleur en montagne. Nous sommes arrivés au chalet pour déjeuner à 7h. À 8h, il y a eu la distribution des chambres, de 2 à 8 places. Puis, à 10h30 jusqu'à 11h50, nous sommes allés jouer devant le chalet avec les professeurs. À midi, nous sommes allés manger. L'après-midi, nous sommes allés skier avec les professeurs pour voir notre niveau. Il y avait 8 groupes de skieurs. Le groupe 1 et 2, ainsi que les 2 derniers, étaient avec les professeurs et les autres étaient avec des moniteurs. Pendant notre temps libre, nous pouvions aller en ville ou jouer avec les professeurs devant le chalet sur la piste qui s'appelait la Savonnette pour y faire de la luge. À 19h, c'était le repas, jusqu'à 20h. À 20h30, il y avait la veillée qui était diverse. Il y a eu des diapos, l'intervention d'un moniteur qui nous a parlé de la Toussuire en été et en hiver. Puis il y a eu le cinéma le mercredi où l'on pouvait regarder E.T. ou faire des jeux. Le matin, on se levait à 7h30. Pendant une demi-heure, on pouvait se laver. Sinon, c'était à 8h30. À 9h, tout le monde avait cours. Nous faisions jusqu'à midi du français, de l'anglais et des mathématiques. À 13h30, nous sommes allés chercher nos skis et nos bâtons pour descendre les pistes jusqu'à 16h où l'on pouvait continuer jusqu'à 17h. Après, on pouvait goûter. À 17h30, nous avions temps libre jusqu'à 18h20. Tous les élèves devaient être entrés. À 18h30, on avait études jusqu'à ce que l'on parte manger. Le jeudi, nous sommes allés au hameau du Corbier. Il y a des immeubles sous lesquels se trouvent des magasins. Le Corbier se trouve à 3 km du chalet. Le vendredi, après 1 heure de cours, nous sommes allés nous promener en ville. Monsieur Plouchard et moi sommes allés voir la grand-mère de Jean-Pierre Vidal, le grand champion de ski. Elle a été très contente de nous recevoir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est la veille du départ. Et avec Dorian, nous avons rendez-vous avec une personnalité célèbre de la Toussuire, Alphonsine Augère, 90 ans, mais toujours bon pied bon oeil. C'est difficile de se rendre chez elle car elle habite un magnifique chalet assez haut dans la station. C'est très difficile, mais au collège Jean Rostand, nous avons de bonnes têtes, mais nous avons aussi de bonnes jambes et nous ne désespérons pas d'arriver dans quelques minutes chez notre amie Alphonsine. J'attends que les touristes libèrent les pistes. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est un peu de l'égoïsme, ça, mais c'est comme ça. Oui, enfin c'est un peu votre domaine. Et puis, je peux faire du ski après. Vous voyez, je suis assez fatiguée aussi. Je partirai tranquillement, moi, avec ma tenue de montagnarde, enfin de skieuse, et je traverse là-bas et je monte au grand truc. Ah oui. Tout à pied.
Vous êtes encore très sportive. Mais oui, mais c'est ça la vie. Il faut pas se laisser aller dans un fauteuil. C'est bien cela. J'ai 88 ans, je les ai commencés. Vous avez toujours le goût de l'effort, alors mais oui. On n'est pas étonné de voir... Et puis même la neige va fondre, mon petit jardin, je vais le gratter, les pissenlits, je vais en ramasser quand j'en ai envie, j'en préparerai pour ma fille. Oui. Parce qu'elle n'aura pas beaucoup le temps, et voilà, on vit comme ça. Votre fille, évidemment, est mariée avec Hervé Vidal, le papa de Jean-Pierre et puis de Vanessa, c'est bien cela. Le samedi, le dernier jour de notre séjour à la montagne, nous nous sommes levés à 6h30 pour être à 7h dans le bus. Après un trajet d'une journée, nous étions heureux de retrouver nos parents. Et maintenant, nos brèves. Mardi 14 mars, de 9h à 17h, journée porte ouverte à la maternité Francis Autier, avec visite de la maternité, des ateliers autour de la naissance et des professionnels à votre écoute, et en plus des cadeaux à gagner. Lors de cette même journée, du 14 mars, à 20h précises, dans la salle clinique du centre hospitalier, une conférence donnée par le docteur Buzio, pédiatre, chef de pôle mère enfant, sur le thème « Le développement de l'enfant de 0 à 2 ans, quand s'inquiéter ? Les clés d'un repérage précoce ». Avant de terminer ce journal, une petite dernière sous forme d'un savoureux texte de la langue française. Ce n'est pas la mer à boire, mais accrochez-vous quand même, il va falloir suivre. Monsieur la mère a épousé mademoiselle le père. De ce mariage est né un fils aux yeux pères, entre le vert et le bleu, je précise. Monsieur est le père, madame est la mère, les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté la mère. Mais la mère, avant d'être la mère, était le père. Le père est donc bien le père sans être le père, puisqu'il est la mère. Et la mère est la mère, bien que né le père. Aucun des deux n'est mère. N'étant ni le mère ni la mère, le père ne connaît donc pas d'un père en signant la mère. Le fils aux yeux pères de le père deviendra mère. Il sera le mère, la mère. Aux yeux père, fils de monsieur la mère, le père, et de mademoiselle le père, la mère. La mère du maire meurt, et la mère, le père du maire, la perd. Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père le maire, vient du bord de mer. Et marche de pair avec le maire, la mère, son petit-fils. Les amis du maire, venus de la mer, cherchent les la mère, ne trouvent que le maire et le père de la mère du maire, venu de la mer. Et chacun s'y perd. Oh, vous êtes toujours là? Parce que le journal, il est maintenant terminé. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre fidélité à Befrovision. Au revoir et à bientôt.